Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. C'est déjà le dernier café frappé de l'été 2023. Et pour conclure cette capsule d'été, je te propose d'écouter la douce voix de Céline. La première fois que j'ai reçu Céline sur Prenons un café, c'était en 2019, dans l'épisode 10. Pour la petite anecdote, cet épisode est le premier que j'ai foiré à l'époque, et nous avions même dû le réenregistrer. Cette fois-ci, pas de foirage. J'ai bien récolté le témoignage de Céline du premier coup. Et quel témoignage! En 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Certaines merveilleuses, comme l'arrivée de ses 2 filles, Anna et Esmé. D'autres terribles, comme la perte de sa maman il y a tout juste 1 an. C'est de cette ambivalence entre la vie et la mort dont nous parlons dans cet épisode. Mais pas seulement. Il y est également question de prévention contre notamment le cancer du col de l'utérus. Il était important pour Céline et pour moi-même de vous rappeler de faire vos examens gynécologiques annuels avec soin, de consulter votre gynécologue ou votre sage-femme tous les ans, parce que tout peut basculer du jour au lendemain. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Céline. Bonjour Élise. Bienvenue de nouveau sur Prenons un café. Enfin, je te dis bienvenue, mais c'est toi qui me reçois. Oui. Je suis très très contente de te recevoir, de te revoir après presque 4 ans. Vraiment, pour le coup. Tu as un petit bébé avec toi. Oui, je suis en train de téter. Exactement. Et quand on a enregistré la première fois il y a 4 ans, non seulement ce petit bébé n'était pas là, mais sa grande sœur, de première, deuxième du nom, je ne sais pas comment on va la dire, n'était pas là non plus. Tu n'avais qu'une seule enfant. Aujourd'hui, tu en as 3. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Céline, j'ai 35 ans maintenant, hein, du coup, 4 ans de plus. J'ai 3 filles. Oui, on risque de l'entendre, mais voilà. c'est très chou. J'ai 3 filles, ma plus âgée a 5 ans, la dernière a 2 mois. Je suis mariée, je vis dans la métropole lilloise et je suis entrepreneuse aussi. Je suis thérapeute holistique. Waouh, c'est trop chouette. Ouais. Donc, il y a 4 ans, on en parlait juste avant en off, tu nous racontais ta vie de maman au foyer choisie, et c'était quelque chose qui était intéressant parce que je crois qu'on décriait beaucoup les mamans au foyer et c'était hyper intéressant d'avoir ton discours et de montrer qu'en fait c'est trop cool d'être maman au foyer aussi et que ça fait, enfin c'est pas moins important d'être maman au foyer que d'avoir une profession parce que c'est une profession clairement à temps plein. Oui, clairement. C'est 24 heures sur 24. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la suite parce on est dans le cadre de la capsule de Café Frappé. De que sont-ils et que sont-elles devenus? Donc on va vraiment apprendre la suite de ce qui s'est passé pour toi. Donc on est en 2019 à l'époque. Juliette est là. Oui. Ta première que fille. Juliette. Voilà. Quel était ton je savais et on savait que tu voulais plusieurs enfants, mais dans ton imaginaire à ce moment-là, quelle était ta timeline? Quelle était ton idée? Je m'étais dit, je veux avoir mes enfants avant mes 35 ans. Ah. Alors c'est arrivé. Alors c'est pas arrivé. Ça a pas été programmé. On n'y est pas. Il y a eu un peu de hasard là-dedans. Il y a eu un peu de magie aussi. Je pense qu'on en parlera après. Mais voilà, je m'étais dit, je veux 3 enfants avant mes 35 ans. Okay. J'ai 3 enfants avant mes 35 ans. Je les ai eus pile poil avant mes 35 ans. C'est parfait. Mais bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que logiquement, on aurait dû s'arrêter à 2. Ah ouais. Parce que mon chéri ne voulait pas de 3e enfant. D'accord. Et voilà, la vie a fait qu'on ait eu un 3e et que finalement, les choses sont arrivées comme elles ont dû arriver. Ouais, carrément. On va parler d'abord de l'arrivée d'Anna, donc qui est ta 2e fille. Oui. Anna est arrivée pas par surprise parce qu'elle était désirée et que voilà, vous envisagiez d'avoir un 2e enfant, mais dans quel cadre elle est arrivée, Anna? Alors, en fait, après Juliette, donc après notre épisode, j'ai eu un rendez-vous chez le gynéco où on m'a fait un frottis qui s'est avéré pas très très bon.
Donc suite à ça, je me suis faite coniser, donc l'opération qu'on appelle la conisation. C'est pour enlever un bout du col de l'utérus. Pour celles qui connaissent pas ou pour celles qui vont faire l'opération, parce que c'est vrai que même 4 ans après, j'ai encore pas mal de questions là-dessus, parce qu'on voit pas beaucoup de témoignages sur le sujet. Donc en fait, on enlève un bout du col de l'utérus, un bout qui est contaminé entre guillemets par des cellules pouvant devenir cancéreuses ou précancéreuses ou déjà un peu cancéreuses. Moi, elles étaient précancéreuses. Donc, je me fais coniser pendant le Covid, sans personne. Les routes étaient... il y avait personne sur les routes, l'hôpital, pas d'accompagnement. Et puis voilà, je trouvais pas de témoignages sur le sujet, donc j'avais aussi pas mal d'appréhension par rapport à la suite. Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants ? Comment ça va se passer ? Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai été très très bien prise en charge. Le médecin qui s'occupait de moi, c'est celui qui m'avait accouché de Juliette. C'est celui qui accouchera aussi les 2 autres filles. Donc voilà, en pleine confiance, il s'est bien occupé de moi. On a enlevé ce qu'il fallait enlever. Et puis le retour a été bon puisqu'il y avait quasiment plus rien en retour. Donc voilà. Donc suite à ça, on s'était dit, là on était donc en avril, on s'est dit voilà, on attend septembre pour lancer le 2e. C'est bien, les filles auront 2 ans et demi, 3 ans de différence, ça sera parfait. Et puis finalement, 1 mois après, je tombe enceinte. Est-ce que... Alors, j'ai plein de questions par rapport à cet épisode médical. Est-ce qu'il y avait une contre-indication à la grossesse immédiate après ? Alors, on m'avait dit... J'avais lu et on m'avait dit qu'il valait mieux attendre 2 mois. Ok. Maintenant, alors, je suis pas médecin, donc je peux pas dire exactement le pourquoi. Moi, il n'y a pas eu de souci dans le sens où ce que l'on m'a enlevé comme bout du col de l'utérus... c'était un bout en surplus. Enfin, mon col de l'utérus, même après avoir enlevé ce petit bout, avait une longueur correcte. Ok. Mais après, voilà, je suis pas médecin, mais on me conseillait d'attendre 2 mois. Après, quand je suis tombée enceinte et que je l'ai dit à mon gynéco, il avait pas l'air du tout dérangé et pas du tout inquiet. Okay. J'ai juste eu 2 contrôles en plus pendant la grossesse pour vérifier que le col ne bougeait pas forcément, puisqu'il venait d'avoir une intervention dessus. Mais voilà, après ça, il y a rien eu et tout s'est très très bien passé. Mais il me semble par contre qu'il peut y avoir des risques d'accouchement prématuré. Okay. C'est pour ça qu'ils font des contrôles supplémentaires. Est-ce que du coup, puisque tu avais ces cellules précancéreuses, au niveau de ton utérus, est-ce que tu as un suivi plus poussé même encore aujourd'hui ? Est-ce que tu es suivi ? J'ai un frottis par an, alors qu'il me semble que c'est tous les 2 ans. 2-3 ans, ça dépend des âges, ça dépend de l'âge qu'on a. Ouais, c'est ça à peu près. Mais alors moi, ce qui me travaille et que je trouve que c'est un peu une épée Damoclès, c'est on m'a clairement dit, mon gynéco me l'a dit, que ça peut revenir et que ça va revenir. Mais on peut pas savoir quand. D'accord. Ça peut revenir dans 2 mois comme ça peut revenir dans 20 ans. Ah oui. Donc je suis rassurée d'avoir ce suivi tous les ans. Mais il me semble qu'il est obligatoire pendant 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et sans grossesse, sans interruption de grossesse. Et ensuite, par contre, c'est tous les 2 ans. Donc, après, je peux le demander en plus, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu... voilà, pour moi, je trouve que les contrôles tous les 2 ans de ce fait-là sont un petit peu éloignés après l'avoir vécu. Et j'encourage vivement tout le monde à se faire contrôler. C'est surtout le dépistage, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que moi, ça a été pris à temps. Mais ça peut aussi, si j'avais attendu 2 ans de plus, ça aurait pu être bien plus dramatique que ça. Complètement. Est-ce que tu sais à quoi c'est dû, cette arrivée de cellules précancéreuses ? Alors, c'est dû au papillomavirus, qui a pu être contracté, pareil, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans même. Enfin, pas 20 ans, du coup. Pas possible. C'est très précoce. mais voilà, ça peut être... c'est dû à papillomavirus qui est en toi et qui est en veille, en fait, et qui se déclenche à un moment donné. Donc, ça peut venir de moi, comme ça peut venir de mon chéri, d'un ancien partenaire. Et il y a différentes souches de papillomavirus en plus. Donc le vaccin immunise pour beaucoup de souches, mais pas pour toutes les souches. Par exemple, le mien, c'était pas un papillomavirus qui était couvert par le vaccin. Tu as été vacciné ? Non. C'est pour ça que j'ai demandé ensuite, je lui ai dit si j'avais fait le vaccin. Et il m'a dit que non, dans tous les cas, là, c'était pas cette souche-là. Est-ce que tu sais s'il existe de la prévention sur ce sujet, si on peut prévenir le fait de contracter le papillomavirus ou... Alors, il y a le vaccin. Je me demande si tout ce qui est protection, comme les préservatifs, tout ça, ça peut aider. Je l'imagine, mais après, j'ai pas d'infos certaines sur le sujet. Mais en tout cas, le dépistage, ça limite beaucoup. Parce que moi, quand je me suis fait dépister,
c'était déjà bien avancé au stade d'avoir une intervention. Mais ça peut aussi se régler par antibiotiques, quand vraiment l'infection est très précoce, ou il peut aussi y avoir une intervention au laser simplement. D'accord. Donc moi, je suis arrivée au stade où c'était le dernier stade avant que ça soit plus grave. Plus grave, ouais. Ouais. Et pourtant, mon dépistage précédent datait de ma grossesse de Juliette, donc 2 ans avant. Oui, donc c'était pas... Donc c'était pas si loin que ça. Oui. Carrément. Et écoute, merci pour toutes ces infos. Je pense que ça peut être très utile. Et surtout, jamais parlé, quoi. Faites-vous dépister. Ouais. Ça coûte rien et c'est très 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 important. De toute façon, les visites annuelles gynécologiques chez votre sage-femme ou votre gynéco sont importantes. C'est des choses à ne pas zapper. Moi, c'est un truc que je fais. Genre, je sais pas pourquoi. Je suis première de la classe sur le sujet, mais vraiment parce qu'on fait pas des frottis à chaque fois, mais il y a quand même un examen qui est très important. Ne serait-ce que pour les seins aussi. Checkez-vous. Enfin, que ce soit n'importe où, soit l'utérus, soit les seins, c'est hyper important. Donc, le rendez-vous médical chez gynéco ou la sage-femme, parce que la sage-femme fait aussi de la prévention sur le sujet. Les sages-femmes font des frottis. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, parce que ça peut aller très, très vite. Oui. Et plus c'est pris à temps, tôt, et moins il y a de risque de gravité. Et ça se soigne mieux quand c'est pris plus tôt. Exactement. Et en plus, ce sont des professionnels qui peuvent répondre à des questions ou à des craintes. Donc ça, c'est quand même plus chouette que de chercher sur Google et de s'imaginer tout et n'importe quoi. Carrément. Bon, Anna, s'installe. Anna s'installe. Elle est bien là. Elle est bien, je l'apprends le jour de la fête des mères. Ah, génial. C'est la bonne surprise. Ensuite, on va manger chez mes parents, donc, avec nous qui savions. Je me souviens encore à l'apéro dire « Ah, mais il est pas bon ton champagne !» Alors qu'en fait, c'est juste que je venais d'apprendre que je ne pouvais pas en boire. Tu as osé dénigrer le champagne. J'ai osé dénigrer le champagne, alors qu'il était quand même pas mal, je pense. Mais non, le jour de la fête des mères, donc super bien. Ça a été une grossesse qui était top. Comme ma première, de toute façon, je touche du bois si jamais il y en a encore à part la suite. Mais en tout cas, les grossesses, les accouchements, tout se passe toujours très bien. Mais je vis aussi la grossesse avec les périodes de confinement. Parce que il y a eu le premier confinement en 2020. Mais ça a duré jusque l'été 2021. On a fait que ça, confiner, déconfiner, l'histoire des passes, les masques. Donc l'avantage, c'est que j'ai eu pas mal mon chéri auprès de moi. Ouais. Juliette qui allait pas encore à l'école, donc c'était full ocytocine, les câlins tout le temps, d'être ensemble tout le temps, ça c'était génial. Mais elle naît dans un contexte Covid. Aussi, dans un contexte où on était à nouveau en confinement quand elle naît. Et ça change quoi? Alors, c'était chouette. C'était génial. On avait connu la maternité avec Juliette où, on ne s'était pas dit, personne ne viendra nous voir, puisqu'on connaissait juste la banalité des choses où, en général, tout le monde vient visiter à la maternité. Et c'était fatigant, mais pour nous, c'était normal, c'était la normalité. Et en fait, à l'accouchement d'Anna, on nous a dit pas de visite. Alors, on a été un peu pris de court pour Juliette, par contre. Donc, quand même Juliette, elle pouvait pas venir? Non, elle pouvait pas venir. Et donc, ça a permis aussi, pendant 2 mois avant, on l'a laissée de temps en temps chez mes parents une nuit pour l'habituer. Donc ça lui a créé des super souvenirs et puis nous, ça nous permettait aussi de nous reposer. Et donc l'accouchement express déjà, en 2 heures, première contraction 16 heures, arrivée 18 heures, intense, sans péri, à fond, à tout ressentir. Ouais. Et ensuite le séjour à la maternité d'un calme et c'était chouette en fait, on était qu'à 3, il y avait aucune visite dans les couloirs. Et bizarrement, on n'entendait pas les bébés pleurer. Les mamans, elles étaient toutes hyper cool. Enfin, moi, j'ai passé 2 jours juste en culotte et en t-shirt à pas me demander, quelqu'un va venir me voir ou quoi que ce soit. Et c'était tellement chouette que pour Esmé, on a dit pas de visite, en fait. À part parce que là, maintenant, aujourd'hui, les visites sont de nouveau autorisées. Oui. Okay. Enfin, ils étaient autorisés, en tout cas, au mois de juin. Et nous, on avait fait le choix d'autoriser que la fratrie. Donc, que les sœurs à venir. Et on a retrouvé un petit peu, en fait, on s'est retrouvés dans un cocon qui était hyper appréciable. Et quand les sages-femmes nous parlaient et tout ça, elles nous disaient pareil, que les parents appréciaient énormément. Et que les enfants étaient beaucoup plus calmes. Donc ça a eu du bon, voilà. Il y a eu du très mauvais, mais il y a eu du très bon aussi. Je pense que ça a permis, parce que je pense qu'il y a plein de parents qui souhaitaient pas de visite, mais qui osaient pas le dire. Et en fait, le contexte pandémique a permis une excuse pour pouvoir dire, en fait, on n'a pas le choix de toute façon, donc vous pouvez pas venir. Donc les proches pouvaient pas reprocher.
ça non plus. Et après, je pense que ça s'est intégré. Tu vois, moi, dans les projets que j'ai fait, notamment pour l'OMS, j'ai beaucoup discuté avec des médecins et des sages-femmes qui disaient que, en fait, maintenant, même dans certaines maternités, il y a des visites qui sont pas autorisées. Ou alors sur des créneaux vraiment très très restreints et pas comme avant où c'était un petit peu que quand tu voulais, dans les dates, enfin, les horaires étaient très larges, tu vois. Et ils ont appris justement de ça. Et de dire qu'en fait c'était beaucoup mieux pour les mamans, pour les bébés qui étaient tous beaucoup plus sereins et qui arrivaient plus à se reposer pour rentrer à la maison avec un peu plus d'énergie que quand t'es vidé déjà de ton bébé, de ton accouchement et en plus des visites où tu dois faire bonne figure, où c'est plus compliqué quoi. Et puis ça te permet de faire vraiment connaissance avec ton bébé finalement. Dans un espace calme, sans le partager. Moi je l'avais très mal vécu à Juliette, tu sais, le fait de voir ton bébé dans les bras de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait une fois, je dis plus jamais maintenant, c'est que pour moi. Et là, du coup, j'ai pas eu cette obligation pour Anna. Et même à notre retour à la maison, on faisait quand même attention, forcément, parce que nouveau-né, les mesures qui étaient mises en place, voilà, ça faisait quand même un petit peu peur de se dire on est dans une période Covid avec un nouveau-né. Et même en arrivant à la maison, on s'est dit voilà, tel jour, telle personne, le lendemain, on fait rien. D'après telle personne. Et on s'est permis de le faire. Et là, du coup, j'étais beaucoup plus enclin à partager mon enfant parce que j'avais ma dose quelque part. Et j'avais, il y avait nos moments à nous et il y avait ponctuellement le moment des autres. Je me sentais pas assaillie, en fait. Ouais, c'est chouette, ça. Ouais, c'était génial. Chouette. Comment ça se passe la vie avec 2 enfants? Parce que ça, c'est des questions, je crois, que je reçois. Mais tout le temps, tu vois, là, j'ai fait il y a pas longtemps une boîte pour demander qu'est-ce que les gens aimeraient entendre sur le podcast. La vie avec 2 enfants intrigue. Je pense que c'est les personnes qui décident, se disent est-ce que j'en veux un deuxième ou pas? Comment ça se passe? Alors, nous, on a été beaucoup plus perturbés de l'arrivée du premier que du deuxième. Ah oui. Pour nous, le deuxième, ça a été, on se faisait même la réflexion, on se disait mais c'est facile en fait, parce qu'on a déjà intégré des automatismes. On a moins d'appréhension sur certaines choses. Enfin, voilà. En tout cas, pour nous, je pense que c'est très personnel comme sentiment. Mais pour nous, ça a été beaucoup plus simple de passer de la vie à 3 à la vie à 4 que de passer de la vie de 2 à la vie à 3. Parce qu'on est finalement passé de famille de 3 à famille de 4. On reste de famille. On reste, on connaît les couches, on connaît le rythme, les nuits entrecoupées. On est dedans. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous que de passer de couple à un enfant où là, c'est tout ton monde qui change quelque part. T'as aucun repère. Carrément. Donc, pour nous, ça a été très, très chouette. Cool. Et pour Juliette, de passer d'enfant unique à grande sœur? Alors, elle a adoré. C'est vrai. Mais Juliette, c'est une petite maman aussi. Même encore maintenant, on s'étonne, là. Là, on voit avec Esmé, maintenant, elle est en plus grande. Dès qu'Esmé, elle se met à pleurer, c'est la première à courir, à lui chanter une chanson. Juliette, c'est une petite maman. Donc, elle a adoré. Elle en réclame déjà d'autres. Ah oui, non, Juliette. Elle a conscience que c'est fatigant, sinon. Oui, je lui ai dit que quand elle sera adulte, elle pourra choisir d'en avoir 4 ou 5 si elle veut. Mais non, Juliette, elle a adoré, en tout cas. Après, encore une fois, c'est très personnel. Ouais, bien sûr. C'est parce que elle a ce côté très maternel, je pense, très bienveillant. Et elle a adoré et ça a été, pour nous, ça a été très très simple de passer de 3 à 4. Mais c'est bien aussi d'avoir ce discours, ça peut être simple en fait, ça peut être compliqué, mais ça peut être simple aussi. Oui. Après, c'est simple, il y a les difficultés, des nuits, de tout ça, mais pas plus que pour autre chose. En tout cas, ça a été simple et ça a été du bonheur, vraiment. Après, toi, t'as été conditionnée et habituée aux nuits compliquées. Oui, parce qu'on rappelle quand même que Juliette se réveillait une dizaine de fois par nuit. Si t'étais passée d'un bébé qui dort à un bébé qui dort pas, peut-être que ça aurait pu être un peu plus compliqué. D'ailleurs, l'anecdote là-dessus, c'est que Juliette se réveillait 10 fois par nuit et fin mai 2020, du coup, elle a commencé à beaucoup mieux dormir, mais genre 1 ou 2 réveils. On est allé chez des copains, ils nous ont dit, mais t'es enceinte? Je dis, non. Si, Juliette, elle dort mieux. Mais non, je suis pas enceinte. Et du coup, le lendemain, j'ai fait un test. Et effectivement, j'étais enceinte. C'est drôle. Ce qui n'a pas du tout marché pour Anna. Non, ça n'a pas marché pour Anna. C'était juste un one shot. Voilà. Mais bon, c'est bon à savoir, ça peut arriver. Si votre premier enfant dort, peut-être que... Tu disais tout à l'heure que ton chéri, lui, voulait s'arrêter à 2. Oui. Je crois que dans mon souvenir, après tu me dis si je me trompe, mais quand on enregistrait la première fois, c'était pas le cas, si? Alors, en fait, son idéal, c'est 4 enfants. Ouais. Et ça, il le dit encore maintenant. Mais dans la réalité de la chose, après quelques années sans dormir, et puis c'est vrai qu'autour de nous, on n'a pas non plus beaucoup de relais non plus pour les enfants. S'arrêter à 2, c'était très très bien pour lui. Ouais. Et là, c'est là où il y a eu une petite période compliquée pour nous,
pour nous deux, hein, où moi je m'imaginais vraiment avec 3 enfants et je sentais après Anna ce désir de grossesse déjà. Pas tout de suite, mais je savais que c'était pas fini en fait et que si on n'avait pas de 3e, j'allais être triste et que j'allais devoir faire un deuil personnel. Et voilà, c'était quelque chose qui vraiment me pesait. J'étais triste des dernières fois. Quand je prenais le bain d'Anna, je me disais c'est la dernière fois que je vois ça et ça me rendait vraiment triste. Et que mon chéri, lui, il était très bien avec 2. Il disait même si dans mon idéal c'est 4, 2 non, c'est très très bien et je m'imagine pas avec plus d'enfants et je veux pas. Donc voilà, là il y avait eu une petite période où on n'était pas trop d'accord. Bon, ça entachait pas notre couple, mais il y avait un différend là-dessus qui se ressentait vraiment. Ok. J'ai envie de poser une autre question, mais comme en fait l'arrivée d'Esmé est arrivée dans un contexte quand même particulier, quand tu as appris la grossesse d'Esmé, quelle a été sa réaction? Mais que non, c'est pas possible. Il a dit que non, il voulait pas la garder. Il voulait pas qu'on la garde. Et en plus, j'ai su que j'étais enceinte d'Esmé, j'étais déjà à 8 semaines passées de grossesse. Donc le temps de réflexion était très très court et là ça a été une période là ça a été vraiment très très compliqué. On a eu un mois qui a été très très chaud au niveau de notre couple où on n'était pas d'accord, pas qu'on s'aimait pas que voilà, mais c'est juste que moi cet enfant c'était inconcevable parce que déjà j'en voulais un 3e et que quelque part c'était la seule chance entre guillemets parce que je savais qu'il en voulait pas et en plus dans le contexte impensable que j'avorte et que lui s'imaginait vraiment pas avec 3 enfants. Et d'autant plus, dans le contexte on avait tous les deux points de vue différents et ça a été très très compliqué. Et puis finalement elle est là. Oui, elle est là. Puis et il n'arrête pas de me répéter qu'elle le réconcilie avec les bébés parce qu'il l'adore, mais il est papa gaga avec elle. Peut-être que finalement il y en aura un 4e. Il a trop peur de la 4e fille, je crois. C'est chouette, attends, un gang de nanas. Ouais, moi j'aime bien. C'est cool. Mais bon, déjà 3, c'est très très bien. On va parler, parce qu'on parle de contexte particulier, mais peut-être que les auditeurs et les auditrices comprennent pas quel est ce contexte particulier. On va l'aborder. Tu as perdu ta maman. Oui. Il y a 1 an. Oui, ça va faire 1 an la semaine prochaine. Ouais. Donc c'est tout frais. Et c'est dans ce contexte-là qu'Esmé est arrivée. Tu étais très proche de ta maman. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la relation que tu as avec ta maman? Alors, je vais plus prendre les mots de mon mari. Mais il y en a là. Je vais plus prendre les mots de mon mari, en fait. Il me dit qu'il voit la relation que j'ai avec ma mère par rapport à la relation que j'ai avec Juliette. C'était vraiment, c'est mon âme sœur, ma mère. Vraiment. C'était tout. Ma meilleure amie, ma mère, on s'appelait des fois 2-3 heures par jour. On se voyait toutes les semaines. Elle venait une journée par semaine pour garder les filles. Tous les week-ends, j'allais la voir. Et ça a toujours été comme ça en fait. Elle a toujours dit que j'étais la plus grande émotion de sa vie le jour où elle a eu l'échographie, quand elle a su que j'étais là. Tu es l'aînée? Oui. Ouais. Et on se ressemble énormément physiquement, dans la façon de parler. C'est une partie de moi. Ouais. C'est une partie de moi. De quoi est décédée ta maman? Elle est décédée d'un cancer de l'utérus. Donc on en revient toujours à cette fameuse boucle. Elle s'en est pas aperçue tout de suite. En fait, elle avait des signes. Je pense qu'elle avait des pertes et tout ça, mais par rapport à son âge, elle était dans la cinquantaine, donc elle les associait aussi à la ménopause. Et puis elle était aussi ma mère magnétiseuse, donc elle, pas qu'elle prenait le médical pour du superflu parce qu'elle trouvait que c'était important, mais elle pensait pas être dans un cas si grave que ça. Et en fait, au mois de mars, elle a commencé à avoir une infection urinaire. Bon, comme on a tous, donc on s'inquiète pas. Ça passe, elle prend des antibiotiques, ça passe pas, ça devient vraiment embêtant, vraiment contraignant, au point qu'elle arrête de travailler, même pendant un moment. Et puis, fin mai. Donc le jour de la fête des mères, encore comme quoi la fête des mères, elle est répétitive aussi chez nous. On arrive à la convaincre d'aller à l'hôpital aux urgences parce qu'on se dit c'est pas possible quand même, ça fait 2 mois qu'elle a l'infection, c'est pas possible, elle en souffrait vraiment pas mal. Donc on l'emmène aux urgences et là l'urgentiste nous dit mais non, c'est une infection urinaire. On se dit mais c'est pas possible, elle boit de l'eau, ça fait 2 mois que ça dure, les antibiotiques ne passent pas. Et heureusement mon frère est médecin, donc il a appelé les urgences.
Et il a expliqué, il a dit à l'urgentiste, non, écoutez, c'est pas possible. Faites-lui un scanner, faites-lui une prise de sang. Enfin voilà, moi je suis médecin, je sais, je lui ai déjà fait des ordonnances et tout ça. Donc là, ils lui font un scanner. On est début juin et on apprend qu'elle a un cancer tellement étendu donc dans la zone du bassin, puisque ça avait touché utérus, vessie, enfin ça montait au rein, enfin tout était atteint, qu'il n'y avait plus rien à faire. Ah oui, ils vous ont dit ça tout de suite. Alors ils l'ont pas formulé de cette façon-là. Ils ont dit que dans tous les cas, elle était trop faible pour faire le moindre traitement, peu importe le traitement. Donc il fallait attendre qu'elle reprenne des forces. Mais ils nous ont fortement sous-entendu que c'est impossible qu'elle reprenne des forces et que dans tous les cas, c'était inopérable. Okay. Donc à partir du moment où on te dit c'est inopérable, c'est que tu sais très bien que... Oui. Mais surtout si ils partent sur le principe qu'il n'y aura pas de traitement parce qu'elle est trop faible. Ouais. Et puis mon frère qui est dans le milieu, voilà. Alors au début, on essayait de protéger mon papa. Mon frère m'a appelé au mois de juin, on en a discuté parce que lui avait du coup un contact direct avec les docteurs. Le petit pass VIP qui a pas mal aidé à ce moment-là pour se préparer. Donc dès le mois de juin, mon frère et moi, on a su que c'était une question de jours, voire de semaines, voire de jours. Ouais, ça allait être très très rapide. Ouais. C'est fou qu'il soit pas, si elle était si faible, inquiété aux urgences quand vous êtes allé la première fois, qu'il a fallu insister. Oui, et qu'il a fallu. C'est ce qu'on s'est dit en fait. Finalement, si elle était rentrée à la maison, elle serait peut-être décédée à la maison 2 semaines après parce qu'elle aurait eu aucun traitement. Donc là, elle a été prise en charge. Elle a été 1 mois à l'hôpital où ils lui ont mis des drains, tout ça. Donc elle était rallongée. À partir de ce moment-là, elle pouvait plus marcher, plus rien faire, et puis elle s'amenuisait de jour en jour. Et à partir de mi-juillet, elle a été dans un centre palliatif. Ok. Donc les mots étaient posés. Enfin, quand on parle de centre palliatif, souvent on sait elle le savait pas. Okay. Alors maintenant, est-ce qu'elle ne le savait pas? Est-ce qu'elle essayait de nous protéger? Ça, je pense qu'on le saura jamais. On a tous un petit peu notre version là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est... Voilà, je remets au sein en même temps. Vas-y. Il y en a beaucoup qui disent que, dans les personnes qui la connaissent, qu'elle savait très bien, mais qu'elle voulait nous protéger. Et moi, je me dis, connaissant maman, je pense qu'en fait, elle a eu espoir jusqu'au bout. Et que c'est vraiment les derniers jours où elle s'est rendue compte que... Parce que le centre palliatif dans lequel elle était, c'est aussi un centre de repos. Quand il y a des blessés graves, ils viennent 2 ou 3 semaines, histoire de se reposer et de partir ensuite faire des chirurgies. Donc je pense qu'elle a eu espoir pendant très longtemps que ça soit ça. Et voilà, finalement, ça n'a pas été comme ça. Ok. Comment tu la vis, toi, cette période-là? Quelle est ta relation avec ta maman dans cette période-là? Toujours aussi fusionnelle. Ouais. C'est encore plus, finalement. Et c'était compliqué parce que vu qu'elle ne parlait pas de la fin, j'osais pas non plus en parler. Parce que je me disais, si elle est dans cette notion d'espoir et que ça va comme ça, je voulais pas entraver en fait ce côté-là. Je voulais pas lui mettre quelque chose qui la rende triste. Je voulais qu'elle soit juste au mieux pour ces derniers jours. Donc j'allais la voir tous les jours quasiment. Mais c'était difficile pour moi parce que je devais faire comme si ça allait, devant elle en tout cas, et j'étais très heureuse de la voir, donc ça allait quand je la voyais. Et en même temps, plus les jours passaient et plus je la voyais se dégrader. Et je l'ai vue dans des états qui resteront marqués pour toujours. Je l'ai vraiment vue se dégrader de jour en jour, physiquement, mentalement aussi, parce que quand le physique perd, le mental ne prend plus le relais non plus. Ouais, ça a été dur. Ouais. Ça a été... je pensais pas que c'était un choc. Et j'ai mis le mot là seulement 1 an après dessus, mais je pense que j'ai vraiment eu un choc à ce moment-là. Parce que finalement, on se dit, entre juin et août... Ça m'a semblé très long. Mais c'est très rapide. Mais en fait, c'est très, très rapide. À l'échelle d'une vie, c'est très rapide. Carrément. Comment tu abordes ce sujet-là avec tes filles? Alors, Anna, c'est simple parce qu'elle avait 1 an et demi. Donc, elle voit les photos de Nona. Oh, c'est Nona. Voilà. Que Juliette, c'est compliqué. Parce qu'elle avait une relation très fusionnelle avec maman. En fait, ma mère, moi et Juliette, on était vraiment toutes les 3 très, très liées. Juliette, ça a été très compliqué. Elle a été dévastée. Et c'est vrai que c'était... dur parce que j'étais dévastée, mais de prendre sur moi pour accueillir pour accueillir à elle, et en même temps pas forcément cacher mes larmes pour lui montrer qu'elle avait le droit d'être triste et que c'était normal. Et en même temps, on est face à un enfant qui a pas cette notion de la mort, même si on lui explique, c'est très très subjectif. Elle voilà, encore là, il y a 2 semaines, elle me dit, mais maman, pourquoi Nona elle descend pas du ciel maintenant, elle est guérie?
Je dis, parce qu'on est quand on est dans le ciel, après on peut plus descendre. Et elle se met à pleurer encore maintenant, 1 an après. Ouais. Et à chaque fois, c'est comme des vagues, en fait, qui reviennent et qui rappellent, même si j'y pense constamment, ça rappelle ta propre douleur. Ouais. En fait. Carrément. Tu lui en avais parlé pendant la maladie? Oui. Tu lui avais dit que tu lui avais parlé de la fin? Oui. On l'avait préparé à ça et il y avait une psy qui suivait dans le centre palliatif et que j'avais demandé à voir une fois pour justement savoir comment aborder la chose. Et elle m'avait dit, mais en fait, il faut employer le mot mort plus que le mot partir dans le ciel. Elle dit parce que dans tous les cas, pour l'enfant, c'est un mot qui n'existe pas. Donc il n'a pas de connotation. C'est un mot qui est nouveau. Alors que pour nous, dire la mort, c'était comme dire un gros mot, dire Nona, elle va mourir. Parce qu'on l'appelle Nona. Pour nous, c'était quelque chose de dur. Alors qu'en fait, elle l'a accueilli comme un mot qu'elle ne connaissait pas et qu'elle découvrait simplement. Ouais. Donc oui, on a abordé ça pendant la maladie. Et puis, elle est venue voir maman. Jusqu'au jour où elle était très heureuse, elle allait voir maman, elle lui donnait la main tout le temps, jusqu'au jour où ma mère n'a plus réussi vraiment à parler. Parce que la maladie dégradait tout. Et là, on s'est dit, non, là, c'est trop, on peut plus parce qu'on veut pas qu'elle ait dans la tête des images qui la marquent et qui la choquent, autant que moi, ça a pu me choquer par la suite. Ouais, ok. Et vous lui avez expliqué que du coup, elle n'irait plus voir sa Nona? On lui a expliqué. C'était très compliqué mais on doit vivre avec. Enfin, voilà, je pense que le deuil, dans tous les cas, elle le fait pas et nous on le fait pas non plus parce qu'on n'accepte pas qu'elle soit plus là. Mais on vit avec. Mais oui, ça a été compliqué pour elle. Elle l'a bien compris. Par contre, elle a insisté pour venir à l'enterrement. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, parce que je pense que ça, c'est. On est tous confrontés à un moment ou à un autre à un décès, et de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Ça peut faire peur. Alors nous, on lui a posé la question. On a acheté, alors pendant cette période, pendant ces mois et demi, on a acheté beaucoup de livres sur la mort. Ouais. Qu'elle nous fait encore lire maintenant d'ailleurs, ce qui à chaque fois on rajoute une couche, mais à cette période-là, quand on les a achetés, elle nous demandait à les lire tous les jours. Je pense qu'elle avait besoin de comprendre parce qu'elle avait du mal à se projeter. Et puis dans le livre, il y a un livre qui est très explicatif, qui explique les petits pourquoi sur la mort. Oui. Avec une petite Alice. Oui, c'est ça. On l'a aussi à la maison. Il est vraiment bien. Il est bien. Et nous on le trouve dur, mais en fait il est bien. Il met les mots juste en fait. C'est ça. Et on lui a posé la question. Est-ce que tu veux venir à la messe? C'est comme un dernier au revoir à Nona. Est-ce que tu veux venir? Elle nous a très clairement dit oui. Et elle était là à la messe. Elle était au premier rang avec nous et heureusement qu'elle était là parce que ça nous a aidé aussi à tenir. Quelque part, ça a été les filles, ça a été des bouées finalement. Elles m'ont maintenue. Elles ont maintenu un peu tout le monde. C'était la vie. Dans toute cette mort, c'était la vie. Ouais. Carrément. Et puis dans ce contexte-là, une petite demoiselle s'installe. Voilà. Alors bon, les câlins, donc là, maman est décédée le 18 août. Et bon, le mois de septembre passe, le mois d'octobre passe. Forcément pas beaucoup de câlins. Je pense qu'il y en a peut-être eu 1 ou 2 en l'espace de 3 mois parce que la période s'y prête pas du tout. On n'est pas du tout dans un contexte où voilà, c'est très très compliqué. Pour moi, c'est très difficile. Je perds du poids en plus. Je suis déjà pas grosse. Je suis descendue jusqu'à 47 kilos. Ah oui. Enfin, ouais, non, c'était très difficile. On va disperser les cendres à la mère de maman mi-octobre. Et puis à partir de là, je commence à être nauséeuse, à être pas bien, mais je mets ça sur le compte de la contrariété. Je suis triste, je dors mal, je pleure beaucoup. Voilà, même mon mari s'inquiète pas du tout. J'ai même le ventre un peu gonflé et puis il me dit mais c'est normal aussi, tu manges pas bien. Voilà, t'es pas bien, t'arrêtes pas de pleurer. Voilà, il faut que tu te reprennes. Voilà, jusqu'au jour où je vais chercher un antibiotique pour Juliette à la pharmacie parce qu'elle avait une otite, une angine, je sais plus. Et puis je vois un test de grossesse sur le côté et je me dis merde, ça fait quand même quelques jours que je suis nauséeuse. Donc là, on est au mois de novembre. Quelques jours je suis nauséeuse, je vais en faire un, mais vraiment. T'avais pas de retard de règles? J'avais pas mon retour de couche. Le fameux. Et voilà. Et alors pour Juliette, j'ai mis 1 an à tomber enceinte. J'ai même dû prendre un traitement pour tomber enceinte. Anna, j'ai pas eu mon retour de couche avant 2 ans. Et je suis tombée enceinte d'Anna après ma conisation au moment de mon retour de couche. Et là, toujours pas de retour de couche, donc je m'inquiète pas. Je me dis j'ai des retours de couche, non. Anna n'a que 1 an et demi à peu près. Puis l'émotion forte peut aussi avoir un... Ouais. Voilà, ça, le fait que je tombe pas enceinte non plus hyper facilement, enfin par rapport à Juliette en tout cas.
Et là, je fais le test en plein après-midi, mais comme ça, et il est positif direct. Et là, tu te dis, alors attends, le dernier rapport, c'était quand ? Il y a 10 jours ? Non, c'est pas ça. Il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et là, tu fais, ah ouais. Donc, j'appelle mon amoureux directement, qui était au boulot et qui, je pense, se souviendra toujours de cette journée. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas de la joie à 100%. Parce que je me dis, je le veux tellement, ce 3e enfant. Pourquoi maintenant là ? Enfin, je pleure tous les jours et je suis à la fois très heureuse de l'avoir et à la fois je me dis mais non, enfin pas maintenant quoi, pas maintenant quand je suis triste et comment je vais faire d'être enceinte sans ma mère quoi. Et là ça devient compliqué. Et donc voilà, donc un mélange de plein de choses et je me dis bon, on va déjà y aller étape par étape. Ouais. Je prends un rendez-vous avec mon gynéco pour savoir où j'en suis. Donc je prends le rendez-vous avec le gynéco qui me connaît bien du coup parce qu'après 2 grossesses, la colonisation, on me voit quand même régulièrement. Et il me dit je vous prends demain au rendez-vous, on va voir ce qu'il en est. Donc on y va et avec mon chéri, on va prendre faire l'écho. Et là il dit vous êtes à 8 semaines de grossesse. D'accord. Donc c'était ce qu'on avait du coup un petit peu compté hein. OK. Donc là soit si vous le gardez il y a l'écho du 1er trimestre à faire dans 2 ou 3 semaines. D'accord. Si vous le gardez pas, faut se décider dans les 2 semaines. Donc voilà. Donc on est déjà dans un contexte où mon mari fait tout ce qu'il peut parce que moi ça va pas. Moi je fais tout ce que je peux devant les filles. Une fois qu'elles sont couchées, je m'écroule. Et là on arrive sur un gros désaccord de couple. Donc en fait le seul pilier que j'ai à ce moment-là et qui m'aide au quotidien, on se retrouve quelque part en conflit. Où moi c'est clairement impossible d'avorter. De 1 parce que j'ai toujours rêvé de ce 3e enfant et de 2 parce que je me dis mais c'est incroyable, je tombe enceinte sans retour de couche. Alors lui là il est allé vérifier sur Google après il me dit mais on avait 0,01% de chance que ça arrive sans traitement, sans rien et en plus je suis tombée enceinte de ce fait-là, on a appris 1 mois pile poil après son décès. Pile poil au jour près. Tu te dis qu'il n'y a pas de hasard. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'en plus maman en fin de vie, elle divaguait un peu. Et elle m'avait dit une fois, c'était très étrange, même elle m'avait dit, comme si elle me connaissait pas, de toute façon t'en auras un 3e. Non, elle m'avait dit, tu veux un 3e enfant toi ? Alors qu'elle le savait, mais elle me parlait comme si elle le savait pas. Elle m'a dit, oh t'en auras un 3e. Et tout ça en fait, pour moi c'était juste impossible d'avorter. Impossible, c'était un cadeau en fait. C'était pour montrer que la vie elle était là. Et que même si elle était plus là, la vie était là en fait. Et qu'il fallait s'y accrocher à cette vie. Qu'est-ce qui a été la bascule pour que finalement elle soit là ? Je pense que alors on y a quand même réfléchi, même moi j'ai réfléchi parce que 3 enfants c'est aussi le coût de la vie, c'est aussi tout un changement. On avait que 2 chambres à la maison, c'est changé beaucoup de choses. Donc j'ai quand même pris l'avis de mon mari en considération. On a quand même posé les pour, posé les contre. Moi je changeais pas d'avis, lui non plus. Et puis je pense que après quelques jours de grosses disputes où on se parlait même pas, où on se disputait parce que encore une fois c'était pas du tout un manque d'amour ou un manque d'amour pour cet enfant qu'il avait, c'était juste que pour lui c'était pas du tout le moment et qu'il s'imaginait pas avec un 3e enfant et quelque part c'était l'imposer parce qu'en plus l'apprendre aussi tard c'est imposer la chose. Voilà, on s'est posé et je pense qu'une fois que cet orage est passé, finalement on a laissé le temps passer. Moi, ça m'arrangeait très bien. Je savais très bien qu'il y avait la deadline à partir de là, on peut plus rien faire. Et lui, quelque part, je pense qu'il a laissé le temps passer et qu'arrivait cette deadline, on s'est dit, voilà, c'est tout. En fait, je pense que c'était plus simple pour lui de ne pas prendre la décision que de la prendre et de se dire, c'est à cause de moi qu'on a l'enfant ou à cause de moi qu'on ne l'a pas. Quelque part, le temps a fait que, voilà, tant pis, maintenant elle est enceinte et c'est comme ça. Ok. Comment tu vis cette grossesse-là, particulière ? Je la vis bien. Mais elle est ponctuée de moments difficiles. Parce que, forcément, suite à ça, on l'annonce à tout le monde. Ouais. Alors, il y a des réactions du côté de mon chéri plus étonnées, parce que, forcément, il s'attendait pas à un 3e. Et, pour mon papa, ça a été un peu pareil. Ça a été l'enfant miracle, quelque part, la vie. Mon frère, pareil, mon frère qui me dit enfin une bonne nouvelle. Voilà, on a eu des réactions fortes.
Mais il y a eu aussi, pendant toute cette période, il y a eu Noël. Pas longtemps après, le premier Noël sans maman, premier anniversaire, enfin voilà, des choses qui sont quand même très marquantes. Et en plus, comme Noël, c'est moi qui prends le relais quelque part. Parce que je deviens, sans le vouloir, la femme de la famille. C'était maman qui toujours préparait les repas et tout ça, les anniversaires. Donc là, je me retrouve avec toutes ces responsabilités, enceinte. C'était dur. Mais en même temps, ça me donnait de la force. Elle était dure, cette grossesse. Mentalement, elle était dure pas à cause du manque. Mais quelque part, elle m'a sauvée. Parce qu'elle m'a aidée. Elle m'a aidée à m'occuper de moi pendant l'année, je pense, la plus dure que j'ai connue jusqu'à maintenant. Sans cette grossesse, j'aurais peut-être pas repris de poids, tout ça, que là, quelque part, ce que je faisais pour mon bébé, que j'aimais déjà à la folie, parce que pour moi, c'était le plus beau des cadeaux, je le faisais pour moi, parce qu'elle était en moi. Donc, je mangeais mieux, je mangeais plus, je prenais du temps pour me masser les jambes, je prenais du temps pour... J'ai pris du temps pour faire les formations que je rêvais depuis des années, de ce fait-là, professionnellement. Et en fait, elle m'a donné une force. Et heureusement, en fait, elle est arrivée vraiment pour me donner cette force que je n'avais plus. Non, elle a été forte. Elle a été aussi dure qu'elle a été belle. Ouais. Puis elle a été express aussi. Ben oui, parce que finalement, il restait que 6 mois. Donc c'est très rapide. Parce que même là, à Noël, on nous disait... Enfin, moi, je m'imaginais tout juste enceinte, alors que non, j'étais déjà à 3 mois. Et c'est là où on s'est rendu compte que ces personnes qui font des dénis de grossesse, psychologiquement, ça doit être vraiment très, très dur. Parce que nous, déjà, zapper un trimestre, ça a été compliqué. Mais ouais, ça a été express, ça a été intense, mais ça a été très, très salvateur. Ça a été... Ouais, heureusement qu'elle était là. Ouais. Comment réagissent les filles quand tu leur dis qu'elle aura une grande sœur? Heureuse, mais heureuse... Juliette nous demandait déjà un bébé depuis quelques mois. C'était d'ailleurs à chaque fois, je disais, demande à ton père, en rigolant. Et là, quand on leur a dit, ça a été génial, quoi. Alors en plus, quand on leur a dit que c'était une fille merveilleuse, quoi. Mon mari, beaucoup moins, il leur espérait quand même, il disait, bon, quitte en avoir un troisième, dans un soit un garçon. Mais non, force féminine jusqu'au bout dans la famille. Et hyper heureuse. Mais vraiment, Anna, elle se rendait compte à moitié. Elle pense au début que le bébé était dans son ventre à elle. Donc, je pense qu'il y avait un petit bug. Elle avait qu'1 an et demi. Ouais. Et, 2 ans presque. Et Juliette, heureuse, mais comme tout, quoi. C'était l'amour fou. Dès qu'on l'a dit, ça a été l'amour fou tout de suite pour sa petite sœur. Très bien. Tu parlais de formation professionnelle. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces formations professionnelles? Alors, moi, j'ai fait de la danse classique pendant des années. Et jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai pratiqué le yoga. Et encore une fois, rien n'arrive par hasard. Hein. Donc, je m'étais formée en 2020, du coup, à la florithérapie. Je suis devenue florithérapeute. Donc, c'est tout ce qui est fleurs de bac. Okay. C'est aider les personnes à traverser des passages émotionnels grâce aux fleurs de bac. Et je m'intéressais à l'Ayurveda, mais en tant que passion. Et quand maman a commencé à être malade, qu'elle avait juste son infection urinaire, je commençais déjà à me former en Ayurveda. Et puis, elle m'avait toujours dit, maman, mais pourquoi tu fais pas prof de yoga? Je lui ai dit, mais non. Mais si, t'as fait de la danse classique, en plus, t'as déjà des bonnes bases au niveau du corps. Je lui ai dit, mais non, je vais pas faire prof de yoga, c'est qu'un passe-temps. Donc, j'ai continué à me former en Ayurveda. Et suite au décès de maman, je me suis formée au yoga. Mais pas par rapport à ce qu'elle m'avait dit. En fait, c'est après que tout m'est revenu. Et je me suis dit, ouais, en fait, elle voyait clair. C'est juste que j'étais peut-être pas prête à l'entendre. Quelque part, je suis pas en colère contre elle, qu'elle soit partie, parce que je me dis, je pense que la spiritualité, que j'ai là-dessus m'aide beaucoup, où je me dis, c'est que son âme, quelque part, avait fait ce qu'elle devait faire. Bien sûr qu'elle voulait être là, mais je pense que son âme avait fait le tour de ce qu'elle devait faire, de ce qu'elle devait voir, et qu'elle a besoin de nous accompagner d'une façon différente, maintenant, plus forte peut-être, parce que grâce, entre guillemets, à son décès, je me suis lancée dans beaucoup de choses qui devaient venir à moi, mais qui venaient pas. J'ai retrouvé ma meilleure amie d'enfance, aussi, qui est venue au décès à l'enterrement de maman, et voilà, on s'est vraiment retrouvés à l'intensité qu'on avait petite. On se voit une première fois, son mari cherche quelqu'un pour sa boîte, et il a un coup de cœur pour Mathieu, et Mathieu change de boulot quelques mois pour sa boîte. Je tombe enceinte d'Esmé. Il y a eu tellement de changements positifs après ce drame. C'est pas dû au hasard, en fait. Non. Et moi, tu vois, parce que
on en a déjà parlé de tout ça. Et c'est un peu comme si elle te laissait la place d'être, tu sais, de t'épanouir et de te dire, mais en fait, c'est à ton tour de briller, en fait. Ouais, comme un passage de relais, quelque part. Et je pense que si elle était encore là, j'aurais peut-être pas eu tout ça. C'est des cadeaux. Ouais. Parfois, je souffre de son absence tous les jours. T'as une ambivalence comme ça. Voilà. Ouais. Je souffre de son absence tous les jours et en même temps, je la sens tellement présente dans tout ce qui nous arrive que c'est très compliqué comme sentiment. Mais je pense encore une fois que, voilà, tout l'état d'esprit qu'il y a autour, qu'elle avait, qu'elle m'a transmis, parce que mon frère, lui, est très terre à terre comme mon père. Donc lui, eux ne voient pas du tout ça comme des signes. Mais même mon mari, qui pourtant est très terre à terre, m'a dit, mais c'est quand même fou tout ce qui se passe depuis qu'elle est plus là. Toutes ces choses positives qui arrivent depuis qu'elle est plus là, c'est quand même dingue. Donc, ouais. Et comment tu deviens, toi, à nouveau maman, sans la tienne? J'ai pas encore la réponse à ça. Déjà, alors, ce qui a été fou, c'est que je pourrais se mettre dans les bras en même temps. Je sais qu'on parle de toi. Ce qui a été fou, c'est que déjà l'accouchement, il a été magique. Mais vraiment, ça a été un rêve, cet accouchement. Et je dansais entre les contractions. J'ai intériorisé. Enfin, c'était, je souffrais énormément, mais j'étais dans l'intériorisation, dans le sourire. C'était beau en fait. J'ai adoré accoucher. Alors j'ai toujours adoré accoucher, mais cette fois-là, ça a été magique. C'était. On en parlait encore hier. Mon chéri, il me dit, mais je comprends toujours pas comment ça a pu être aussi beau. C'était simple. J'ai aimé souffrir. En fait, j'ai aimé avoir ces contractions. Incroyable. Je pense que j'étais pas seule. J'étais peut-être un peu aidée. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, je pensais à ma maman. C'était fou. La première chose à laquelle j'ai pensé après avoir vu mon bébé, c'était ma maman. Je lui ai présenté tout de suite dans ma tête. C'était et qu'elle est dans ma tête, je me disais c'est la première finalement à la voir. C'est vrai. Esmé, elle est née en plus, le soleil se couchait. Il y avait une lumière, tu sais, une lumière de la golden hour, tu vois, qui était vraiment sur nous. C'était juste magnifique et en fait les doubles pensées. Quand je pensais à mon bébé, je pensais à ma mère en même temps. Et c'est même le nom de Esmé, ça a été choisi parce que tu anticipes toutes mes questions. Je voulais un prénom qui ait du sens. Et Esmé, c'est celle qui est aimée. Je veux jamais qu'elle oublie qu'elle est aimée, qu'elle a toujours été aimée et pas que de nous. Ceux qui sont plus là non plus. Et puis elle ressemble, enfin tu vois que c'est le même moule. Ouais. On ressemble toutes à ma maman, je pense. On est toutes les mêmes de génération en génération. Mais après oui, c'est compliqué. Tu vois, j'ai même encore des fois des automatismes où je fais une photo de ma fille et la première chose que je veux, c'est l'envoyer à ma mère et encore maintenant, j'ai les séances. Donc c'est pas évident. Et en même temps, c'est une lumière, ce bébé. Heureusement qu'elle est là. Mais elle sera à jamais indissociable de ma maman. Forcément. Et comment tu perpétues le lien? Parce que Esmé ne l'aura jamais rencontré. Non. Physiquement, en tout cas. Comment tu perpétues ce lien-là? Tu lui en parles? Tout le temps. Mais en fait, je pense que on reste dans ce côté où, pour moi, elle est là. Et de ce fait-là, il y a pas... J'ai du mal à parler d'elle au passé. À dire, comme tout à l'heure, quand tu me demandais quel lien, je disais, avec ma maman, on est. Pas on était. J'ai l'impression qu'elle est encore là. Ce qui est parfois aussi perturbant, parce que quand je me rends compte de ce fait-là qu'elle l'est plus, c'est à nouveau une claque dans la figure que je me prends. Mais on en parle quand il y a des photos, on dit, regarde, là, c'est Nona. Mais voilà, comme si elle était là, en fait, simplement. Je pense que... Voilà, après, elle posera des questions. Quand elle sera plus grande, je pense que ses sœurs en parleront aussi avec elle. Et on sera toujours là pour lui répondre. Mais en tout cas, on lui montre quand on en parle, même quand on va chez mon père, on dit on va chez Nono. Et Nona, c'est jamais chez Nono. Elle reste toujours là, en fait. C'est chouette parce que elle vit toujours dans les mots et enfin, il n'y a pas de tabou. On n'arrête pas de parler d'elle parce qu'elle est plus là physiquement. Et je trouve ça très, très chouette. Tu parles de Nona. C'est intéressant. Tu as créé, il me semble, quelque chose qui s'appelle Oli Nona. Tu nous en parles un peu? Alors, je suis un petit peu mon nez entre deux. Vas-y. On aime la morve. Voilà, ça va mieux. Alors, en fait, je m'appelais avant mon entreprise, si on peut appeler ça une entreprise, ça s'appelait les Fleurs de Céline, parce que je faisais les fleurs de bac.
Mais après y avoir intégré l'Ayurveda et le yoga, ça ne pouvait plus s'appeler les fleurs de Céline. Donc j'ai longtemps cherché un nom et je voulais quelque chose en rapport avec la maman parce que finalement ma vie de maman c'est aussi ce qui m'a aidée, ce qui m'a fait construire, elle est encore très présente. C'est pour ça aussi que je veux pas retourner dans le salariat parce que je veux être là pour mes filles, hein, ça compte toujours, cette part de maman au foyer est toujours pour moi très importante. Et donc je voulais quelque chose qui a un rapport avec maman, mais quoi de mieux que ma maman à moi, qui était en plus magnétiseuse, donc voilà, qui était un petit peu dans ces médecines un peu parallèles, forcément, un peu holistiques. Et donc Oli pour le côté holistique et Nona en hommage à ma maman qui voulait faire du bien et c'est ce que je veux faire aussi, sauf que je le tourne vers les femmes, qu'elle le fait vers tout le monde, mais quelque part c'est lui rendre hommage et une Nona, en fait, Nona c'est parce que Nona c'est grand-mère en italien. Et une grand-mère, quelque part, pour beaucoup de personnes, c'est une dame qui te fait du bien, qui te donne des bonbons, à qui tu dis tes secrets et qui t'aide. Donc ça a beaucoup de sens. Et qu'est-ce que tu proposes avec Oli Nona, alors, très précisément? Je propose des séances, parce qu'on n'a pas le droit de dire consultation, vu que c'est pas médical. D'accord. Des séances de florithérapie. Donc là, c'est vraiment de l'analyse émotionnelle. En fait, c'est faire ton bilan émotionnel, proposer les fleurs de bac adéquates pour t'aider à avancer vers quelque chose. Donc, comme quand tu crées un projet, ou pour t'aider à traverser une phase, que ça soit du déménagement, un décès aussi. Voilà, pour t'aider dans le postpartum, beaucoup de choses. Je propose des séances ayurvédiques, des séances de yoga. Donc l'Ayurveda, c'est une médecine qui prend en compte la totalité de ton être. D'accord. C'est une médecine indienne qui est très ancienne et qui est liée au yoga, et qui prend en compte ton être physique, ton être mental et ton être spirituel. Donc les trois doivent être alignés pour que tout aille bien. Et je pense que ça, sans même avoir de spiritualité, on est tous d'accord là-dessus. Si t'as le corps mais que t'as pas le mental, tu vas pas bien, et inversement. Et des cours de yoga, et j'ai créé la méthode Oli Nona. La méthode Oli Nona, ça reprend un petit peu tout ça. Je fais à la fois un bilan émotionnel de fleurs de bac, je donne des conseils ayurvédiques, et on finit la séance par un tirage d'oracle ou par une mini séance de yoga thérapie par rapport aux mots que tu as, et c'est une séance qui dure 1h30. Et comment on fait pour bénéficier de tout ça? Vous vous rendez sur ma page Instagram. Non, écoute, on va faire un peu de promotion quand même. Alors, sur ma page Instagram, Oli Nona, tout est décrit. Et après, voilà, pour le rendez-vous, on s'envoie un petit message. Pour l'instant, j'étais enceinte, donc je me suis dit, je fais que de la visio. Pour l'instant, je vais pas m'épuiser, parce que voilà, quand t'aspires aussi l'énergie des gens, c'est vrai, quand les personnes sont pas bien, faut que toi tu sois en pleine possession de tes moyens pour recevoir tout ça. J'étais enceinte, donc je préférais laisser ça en visio. Mais ça arrivera sûrement en septembre en présentiel. Les visios seront toujours, elles resteront, parce que c'est un côté très pratique de pas se déplacer. De rester chez toi, tu te mets dans une pièce et souvent t'es beaucoup plus toi-même, tu peux même rester en pyjama. T'es vraiment toi. Donc il y aura toujours de la visio. Il y aura du présentiel et il y a des cercles de femmes qui arrivent aussi pour la rentrée. Trop cool. Qui réuniront cette méthode Oli Nona, mais autour de femmes et autour d'échanges. Ce qui est très important, l'échange, c'est un peu la base de tout. Carrément. Donc les rendez-vous se font via Instagram ou via mail, mais tout est sur ma page Instagram Oli Nona. Trop bien. Écoute, moi je te remercie. Céline, je suis ravie d'avoir eu cet échange-là avec toi. Je pense que ce que tu dégages de toute façon tout le temps est lumineux et bienveillant, et je pense que ça se ressent à l'écoute de cet épisode. Elle est là, c'est sûr. C'est sûr, toujours. Merci pour tout. Merci à toi, Elise. Voilà, c'était le dernier épisode de Prenons un café, frappé, la capsule estivale dans laquelle nous avons retrouvé les anciens invités du podcast. Je te remercie de les avoir écoutés jusqu'au bout. Et s'ils t'ont plu, je t'invite à les partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 9 août, MD21 écrivait depuis le Canada. Merci pour ce podcast.
toujours rempli de témoignages touchants et pleins de vérité. J'aime les sujets abordés qui à la fois nous touchent tous et nous mettent en lumière d'autres perspectives. Mais c'est moi qui te remercie MD21 pour ta fidélité, pour ce temps que tu as pris pour m'écrire et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes avec des invités inédits. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.